Un État en mauvaise créance dispose de tous les outils politiques pour se refaire en ciblant les tranches d'imposition les plus susceptibles de le renflouer. Depuis 2004, le gouvernement Charest s'est privé de recettes de l'ordre de 33 milliards de dollars en congés fiscaux pour les entreprises, abolition de la taxe sur le capital et autres sortes de crédits fiscaux. Il s'ensuit naturellement une tarification croissante des services, dont la hausse des droits de scolarité fait partie. Alors, en considérant l'importance des recettes dont il se prive avec un volontarisme effarant, l'État ne se trompe-t-il pas de cible en tarifiant le citoyen ordinaire? Avec 7 minutes, avec droit de réplique de 3 minutes. Je vais me faire l'apôtre de Claude Montmarquette sur cette question-là. En fait, c'est une bonne question. Je vais commencer par répéter peut-être la mise en garde que j'avais faite au début. C'est-à-dire que pour moi, une hausse des frais de scolarité ou une modulation de frais de scolarité n'équivaut pas à une mesure de renflouement budgétaire pour diminuer le déficit. Ça ne doit pas être le cas et je pense que le gouvernement doit prendre des engagements en ce sens. Ceci étant dit, prêtons-nous au jeu. Disons qu'il faut quand même voir qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le champ immense des finances publiques. Est-ce que l'État s'est privé de 33 milliards en baissant les impôts? Ça dépend lesquels. Premièrement, la taxe sur le capital, c'est une taxe sur l'investissement. Autrement dit, on vous dit, vous êtes un investisseur, vous venez au Québec, on veut bien de votre argent, on va vous taxer d'ailleurs pour se faire une petite cote là-dessus. Bien évidemment, si l'autre à côté, il ne se fait pas de petite cote, il est peut-être un peu plus attirant. Fait que, dans ce cas-là, vraiment, on décourage l'investissement. Puis l'investissement, ce n'est pas juste l'argent qui arrive en un investissement, c'est qu'il y a un capital qui est investi pour rendre des travailleurs plus productifs, pour augmenter la productivité des travailleurs. Ça leur permet aussi d'augmenter les salaires parce que la productivité et les salaires se suivent. Fait que c'est bon pour les travailleurs, c'est bon pour les entreprises aussi au Québec. Puis finalement, en bout de ligne, ça augmente le capital humain dans le sens où on sait utiliser des équipements plus modernes, on a davantage de chances d'innover puis de progresser. Fait que vraiment, la taxe sur le capital, c'est comme un exemple très, très pointu peut-être, mais c'est une taxe sur l'investissement où 1 $ de taxe sur le capital faisait perdre quelque chose comme 1,33 $ de PIB. Fait que finalement, c'était vraiment pas gagnant. Puis le gouvernement s'est simplement rendu à l'évidence après une période assez longue, parce qu'ailleurs au Canada, ces taxes-là étaient déjà en voie de disparition. Puis il a fallu que le gouvernement fédéral, dans son budget, donne un incitatif au Québec pour que la taxe sur le capital soit réduite puis soit bientôt annulée. Par ailleurs, pour les impôts des riches, ça, je trouve ça intéressant comme question aussi. Puis effectivement, on a une petite note là-dessus. Pour savoir, dans le fond, puis je trouve ça intéressant parce qu'on a fait une note à l'Institut économique de Montréal pour savoir, dans le fond, si les riches payaient leur juste part d'impôt ou pas. Puis on le sait, hein, c'est c'est connu de tous, c'est évident. Les riches ont de l'argent pour se payer des comptables qui, par toutes sortes de manipulations, vont contourner les lois puis vont réussir à leur épargner de l'argent, puis l'évasion fiscale, etc. Allons voir un comptable pour lui poser la question. C'est ce qu'on a fait à l'IEDM. On lui a posé la question. On a une famille, dans le fond, de classe moyenne, une famille très aisée, puis une famille particulièrement aisée avec un revenu d'1 million de dollars. Essayez de nous trouver, dans le fond, là, des façons d'épargner de l'impôt puis de s'en sauver. Puis on a utilisé le fractionnement de revenus. Puis bon, il y avait une partie en salaire, mais une partie aussi en options. Ça fait qu'il y avait comme toutes sortes de façons d'essayer d'éviter de l'impôt. Bien, le contribuable qui gagne 1 million de dollars payait au total 49, quelque chose %, 47% de son revenu en impôts, etc., ce qui était davantage que les autres contribuables avec des revenus moindres. Au total, regardons au total l'ensemble des contribuables riches, qu'est-ce qu'ils paient? Les 3,6% de contribuables qui déclarent des revenus au-delà de 100 000 $ par année paient dans l'ensemble plus de 30% de l'impôt sur le revenu au Québec. Donc, 3% de la population, 3,4% de la population qui paye plus que 30% des impôts sur le revenu. Est-ce qu'ils font leur juste part? Il faudrait définir c'est quoi juste, mais à tout coup, ils font une part importante. Ça fait que dans le fond, l'idée étant,
Est-ce qu'il y a façon d'économiser? Je pense que oui. Est-ce qu'il y a des subventions aux entreprises qui sont données très généreusement, avec beaucoup de largesse, et qu'on fait, dans le fond, beaucoup au Québec de crédits d'impôt puis d'exceptions, alors qu'on maintient des taux d'imposition généralement plus élevés en ayant toutes sortes de trous pour des niches puis des favoritismes? Peut-être qu'il faudrait s'en passer puis dire, OK, on va réduire les subventions aux entreprises, par exemple au niveau de l'Ontario. Juste là, on économise 3 milliards de dollars par année. Ça apparaît magiquement. Dieu ne fait pas sa contribution, mais presque. Dans le fond, il y a vraiment façon d'aller chercher des sous dans différents endroits. Est-ce que j'ai dépassé mon temps? Non? Bien, ceci étant dit, OK. Écoutez, je vais passer la parole à mon collègue. Alors, j'irai rapidement sur deux choses, comme j'ai très peu de temps. Mais on va s'entendre pour dire qu'il faut faire moins de crédit aux entreprises. Je pense que ça s'entend assez facilement. Je connais la donnée de Statistique Canada dont il est question, que le Fraser Institute, une organisation liée à l'IEDM, utilise souvent. Il faut faire attention néanmoins à cette statistique-là chez StatScan avec le 6 milliards là, qui est donné en crédit aux entreprises. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses là-dedans. Cela dit, est-ce qu'il en faut moins? Là-dessus, on va être entièrement d'accord. Taxe sur le capital, bien, il y a un problème avec l'élimination de la taxe sur le capital dont on ne parle pas ici. C'est la taxe sur le capital des institutions financières qui, évidemment, n'ont pas une grande main-d'œuvre. Comment on taxe les entreprises au Québec? C'est facile, c'est l'impôt sur les revenus, l'impôt sur la masse salariale, et puis, anciennement, en 2011, ça va terminer, la taxe sur le capital. Les banques, les institutions financières font de l'argent avec de l'argent. Alors, si on n'impose pas leur capital, on peut toujours imposer leur masse salariale qui n'est pas très élevée par rapport à leur capital ou leurs revenus, mais on ne met pas la main sur là où il y a beaucoup d'argent. Et en fait, ça fait qu'ils sont imposés à un taux effectif d'à peu près, ils vont être imposés à un taux effectif d'à peu près 4 % maintenant, les gens des institutions financières. Peut-être qu'il y aurait quelque chose à regarder là et à ramener un peu d'argent dans les coffres de l'État. Les riches qui paient trop d'impôts, bien, vu qu'on en parle, j'ai lu avec intérêt, comme je lis toutes les publications de l'IEDM, avec grand intérêt. Et j'ai été étonné d'une chose, en fait. Je me suis tout simplement posé sur le cas de la fiscalité québécoise, ne me dispersant pas sur les autres questions. Mais quand je regardais le taux de pourcentage effectif que payent les familles qui ont été présentées là, dans les données que l'IEDM nous fournit, j'ai été étonné de voir que ces gens-là paient un taux effectif dans les exemples abstraits qui ont été créés plus élevé que les contribuables de la même catégorie quand on regarde les statistiques fiscales des particuliers. Alors là, je suis étonné que les collègues de Samson-Belair de l'A&T Touche fassent payer plus d'argent que la majeure partie des gens quand ils font des conseils fiscaux. Peut-être est-ce parce qu'on ne s'est pas assez concentré sur des crédits d'impôt, par exemple, sur le gain en capital, qui est relativement fréquent dans ces ménages-là, mais on en parle assez peu. La question des REER également, qui est relativement fréquente, mais dont on parle assez peu encore. Et on pourrait accumuler des exemples où, là, on prend des exemples abstraits, mais qui, évidemment, servent le discours qu'on veut mettre de l'avant. Merci.